Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture où, comme à mon habitude, je vais vous présenter 3 romans et j'aurai aussi une lecture graphique dont je souhaite réellement vous parler. Le premier roman, il s'agit du tome 1 d'Aliette Renoir, la secte d'Abaddon, par Cecilia Correia et paru aux éditions Rebelle dans un premier temps, puis j'ai lu. Ce livre m'a tiré car c'est une urban fantasy qui avait une toile de fond assez originale puisqu'il se passe lors de la Seconde Guerre mondiale et en France. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que même si nous sommes dans une ambiance finalement des années 40 et que nous retrouvons donc cette atmosphère, les habitudes culturelles de l'époque, etc., l'auteur ne plombe pas l'ambiance avec une guerre trop présente. La toile de fond est donc assez sympa. Nous allons ici retrouver Aliette Renoir, qui est la fille de l'un des plus célèbres chasseurs de vampires de Paris. Le problème, c'est qu'Aliette est un petit peu chasseuse bien malgré elle parce que c'est une froussarde sans nom. Bref, vous l'aurez compris, Aliette Renoir, c'est de l'urban fantasy avec, comme dans beaucoup de romans d'urban fantasy, beaucoup d'humour, mais pour autant, ce roman m'a laissé un avis quelque peu mitigé. Certes, comme je vous le disais, la toile de fond m'a beaucoup plu, mais le personnage d'Aliette en lui-même a été un petit peu saoulant, il faut bien l'admettre. Alors oui, Aliette a beaucoup d'humour, malheureusement son humour est très lourd et au bout d'un moment cela devient un peu fatigant puisque c'est un personnage qui est très froussard, qui ne sait pas se prendre en main, le genre de demoiselle en détresse qui aime se faire sauver par son prince charmant. Malheureusement ici vous retrouvez quelques traits d'humour ou quelques habitudes censées être drôles qui au final viennent un petit peu alourdir le récit. Par exemple, Aliette va évidemment tomber sur un vampire du nom de Lawrence et entre les deux, évidemment ça va matcher. Et donc pendant tout le récit, Aliette va appeler son vampire Lawrence et le vampire va appeler Aliette Machipi. Alors très sincèrement, pendant un chapitre ou deux ça va, mais quand c'est à toutes les conversations et plusieurs fois par conversation, là je dis non, trop c'est trop. Et malheureusement au niveau des dialogues, ce n'est pas le seul aspect caricatural puisque j'ai trouvé que les dialogues étaient un petit peu superficiels, je n'arrivais pas réellement à rentrer dedans, donc comme vous le voyez, tout le côté humoristique pour moi n'a pas fonctionné. Après c'est mon avis personnel, je pense que certains, je suis même sûre puisque j'ai lu des chroniques, que certains ont vraiment accroché, mais voilà, la sauce n'a pas fonctionné avec moi. Ceci étant, je vous rassure, Aliette Renoir est loin de n'avoir que des points négatifs et son point positif déjà c'est son scénario. Donc comme je vous le disais, Aliette est une chasseuse de vampires, mais par des faits que je vous laisse découvrir, elle va se retrouver propulsée d'un peu trop près dans le monde des vampires et donc notamment aux côtés du vampire Lawrence. C'est ainsi qu'elle va apprendre que les vampires ne sont pas des bêtes assoiffées de sang, mais qu'ils sont des créatures aussi plutôt civilisées, enfin en tout cas pour certains d'entre eux. Alors je suis désolée de l'admettre, mais c'est un autre point qui m'a perturbée au cours de ma lecture, c'est que Aliette pendant 25 ans a été élevée dans la haine des vampires, son père lui ayant toujours répété que les vampires étaient des créatures assoiffées de sang, qui n'avaient pas d'âme, etc. Lorsqu'elle se retrouve aux côtés des vampires, elle accepte tout de suite, nous n'avons même pas le droit à une petite rébellion, une petite bagarre, elle n'essaye même pas de s'échapper, ou vu que son personnage est très trouillard, elle aurait pu nous offrir une crise de nerfs digne de non, mais non, rien. Elle reste placide et accepte les événements avec trop de facilité, en tout cas à mon goût. Mais comme je vous le disais, finalement le scénario va rattraper un peu les maladresses et les lourdeurs de ce roman, puisque celui-ci est plutôt bien ficelé et en plus accompagné d'une plume fluide et surtout exempte de longueur, car il faut le dire, la grande force de Cecilia Correia, c'est qu'elle nous offre un roman qui n'a pas de longueur, ça bouge dès le début et ce jusqu'à la fin. Alors le scénario n'a pas offert de twist inattendu, mais honnêtement j'ai adoré suivre les aventures d'Aliette du point de vue des scénarios. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait, j'ai beaucoup aimé rencontrer les différents personnages, notamment tous les vampires, qu'ils soient bons ou mauvais, et donc c'est un point très positif de ce roman. Donc voilà, en fait, Aliette Renoir, c'est un roman d'urban fantasy qui est basé sur d'excellentes idées dont le scénario est très bon, mais malheureusement l'héroïne pain-bêche avec son humour lourd n'ont pas su me séduire. Je pense tout de même laisser une chance au deuxième tome puisque je crois que cette série n'en comporte 2. Ensuite, je voudrais vous parler d'un tome 1. Il s'agit de Camden, un murmure de voix par Pauline Andréani et paru aux éditions du Petit Caveau.
Alors c'est un court roman qui fait environ 135 pages, mais sincèrement quelle découverte, je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier cette lecture. Bon, l'avantage c'est que comme je ne connaissais pas du tout Camden et que j'ai juste été attirée de par l'illustration de couverture signée Nicolas Jamono qui est magnifique et de par le pitch que je trouvais très intéressant, j'ai commencé ce roman sans aucune attente et sans aucun a priori. Nous allons ici rencontrer le personnage de Humphrey qui a une vie plutôt normale jusqu'au jour où il va croiser la route de Camden. Le jeune garçon va lui dire qu'il a un message à lui délivrer venant d'un de ses amis décédés, et même si Humphrey le prend réellement pour un farfelu, force est d'avouer que le jeune garçon connaît quand même quelques détails assez troublants. Et bien malgré lui, Humphrey va se faire embarquer par Camden et va être obligé d'accepter la vérité. Camden dit vrai, il est bien un parapraticien. C'est ainsi que Humphrey va suivre Camden dans l'une de ses enquêtes puisque la famille Flemington a perdu son fils qui a disparu et en même temps, le même jour, leur bonne est retrouvée morte en bas des escaliers de leur demeure. Alors il faut bien avouer que l'exercice de la novella est loin d'être un exercice simple puisqu'il s'agit en ici 135 pages de vous offrir un roman qui soit complet avec une intrigue complète et tout de même des personnages attachants, le tout avec assez de clarté pour que vous ne vous perdiez pas en route. Eh bien sincèrement je dois dire que l'auteur a réussi cela avec brio et je me suis attachée au personnage, j'ai dévoré ce roman, j'ai adoré tout ce que j'ai lu et je compte réellement lire la suite de Camden avec beaucoup de plaisir. Donc ici nous allons rencontrer en fait un trio de personnages puisque nous avons Humphrey qui au début est totalement sceptique et qui se demande un petit peu pourquoi il est assez fou pour suivre Camden dans ses aventures, et nous allons rencontrer Camden qui est parapraticien mais aussi son frère Nigel qui lui est exorciste. J'ai vraiment apprécié le trio de personnages que nous offre l'auteur. Le duo des deux frères est assez explosif comme se doit d'être un duo de frères et ce sont des personnages attachants et réellement sympathiques à suivre. Un autre point que j'ai fortement apprécié, c'est que, comme je vous disais, Humphrey tombe un petit peu dans cet univers bien malgré lui, mais il n'accepte pas tout sans broncher. Au début, il n'y croit pas, il renacle un petit peu à accepter la vérité, et il lui faudra réellement des preuves avant de se rendre à l'évidence. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé sa réaction franchement très crédible. Alors, que les frileux se rassurent, ce n'est pas ici une histoire de fantôme qui fait peur. Vous avez une atmosphère qui est vraiment bien rendue et qui est vraiment prenante, mais sincèrement elle n'est pas anxiogène. Donc si vous êtes facilement effrayé, n'ayez pas peur de vous plonger dans Camden. Camden fait partie de ces livres où les humains vont essayer d'aider les fantômes à trouver la paix ou au contraire vont demander de l'aide aux fantômes pour essayer de résoudre diverses enquêtes. Et il faut le dire, l'auteur arrive à exploiter ce filon à merveille, d'autant qu'elle arrive à imbriguer, je dirais, deux scénarios dans un, puisque nous n'allons pas nous arrêter à la disparition du jeune Flemington ainsi qu'à la mort de sa bonne, mais nous allons aussi avoir un petit peu plus, mais ça je vous laisse le découvrir. Quant à la plume, elle est réellement de qualité, elle est très visuelle, elle nous plonge sincèrement avec beaucoup de facilité dans ce récit. J'ai adoré ce tome, je ne l'ai pas trouvé ni trop court ni trop long, j'ai trouvé que toutes les informations étaient là et parfois cela fait vraiment du bien de pouvoir lire un tout petit roman très court que vous allez lire assez vite. En tout cas pour moi, Camden dans le genre, et j'entends bien dans le genre puisqu'il faut apprécier les courts romans, c'est un sans faute. J'ai réellement apprécié autant l'univers que les personnages et je me plongerai dans la suite avec plaisir. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, mais je ne sais pas combien de livres comportera cette série au final. Ravie de ma découverte de Camden ayant fait une radia aux éditions du Petit Caveau en ce mois d'août, confère le book haul du mois d'août, j'ai donc décidé de rester dans cette maison d'édition et je me suis plongée dans Crina par Rose Beryl. Alors ici en fait j'ai en ma possession le livre papier qui regroupe finalement les 6 épisodes parus en numérique de cette histoire. Mais Crina, de quoi ça parle ? Eh bien sincèrement, si vous aimez les vampires à la Twilight ou les belles histoires d'amour ainsi que les plumes poétiques à souhait, eh bien tant mieux pour vous, mais sincèrement passez votre chemin. Non, parce que ici vous allez passer du temps avec Crina. Crina qui tout de même est une psychopathe doublée d'un vampire. Alors autant vous dire que si vous voulez un petit peu de légèreté et un peu de bonté d'âme, Crina est violente, dangereuse, mortelle quoi.
Par contre, si vous avez envie d'un récit vampirique qui est bourré d'action du début à la fin, que vous aimez les anti-héroïnes au caractère de pitbull enragé et que vous avez vraiment envie de retrouver un récit vampirique où on se reprend un petit peu les bases, où les vampires ne sont pas de gentilles personnes, eh bien je gage que vous pourrez fortement apprécier Krina. Donc, comme je vous le disais, eh bien Krina est une psychopathe qui a eu la malchance un jour de s'attaquer à un vampire qui l'a donc transformée, et la jeune Krina s'est fait bien prendre par la police et elle a passé 10 ans dans un asile de fous. Vous la retrouvez donc dans cet asile au début du roman, mais autant vous dire qu'elle ne va pas y rester, qu'elle va sortir et qu'elle va quelque peu chercher à se venger. Comme je vous le disais, c'est un roman qui à la base est sorti sous forme d'épisodes, et le gros point fort de ce genre de roman, c'est que, eh bien de fait, il est bourré d'action. Car oui, quand vous sortez un épisode à la fois, il ne s'agit pas de perdre votre lecteur en cours de route, et donc à chaque chapitre que vous lui offrez, vous êtes bien obligé de lui donner son comptant d'action. Bref, autant vous le dire, Krina ne perd pas de temps, c'est un roman qui vit à 100 à l'heure du début à la fin, et en plus, l'auteur a une très bonne imagination, et vous allez passer dans des lieux totalement différents entre le début, où vous êtes dans un hôpital psychiatrique, et la fin du roman, où vous êtes dans une étrange demeure un peu aux allures de manoir hanté de jeux vidéo. En plus, ce qui rajoute encore au dynamisme de ce roman, c'est la plume de l'auteur. Alors elle n'est pas douce et poétique, non, elle est plutôt brutale et incisive, mais elle colle parfaitement au genre et colle parfaitement avec le personnage de Krina. Alors après, si je dois noter un petit point faible à ce récit, c'est son manque d'éclaircissement. En effet, Roseberry il a quand même créé un univers qui est assez riche, il y a un système de caste au sein des vampires, mais j'avoue que parfois je me suis retrouvée un petit peu perdue parce que, eh bien, l'auteur vous jette totalement dans son univers et dans son histoire. Vous n'avez pas du tout le temps finalement d'apprendre à connaître cet univers, et j'avoue qu'à un moment ou un autre il y aurait eu une petite conversation entre Krina et son geek dont je vais vous parler après pour éclaircir un petit peu les castes des vampires. Ça m'aurait plu parce que je me serais sentie un petit peu moins perdue. Donc voilà, ce point m'a un tout petit peu perturbée. Alors il n'a pas gâché ma lecture, non carrément pas, mais j'avoue que surtout au début, des fois j'étais un petit peu décontenancée par les décisions que prenait Krina, puisque simplement je n'avais pas compris pourquoi elle le faisait. Et je l'ai compris en fin de roman quand j'ai réussi finalement à remettre tous les éléments en place. Surtout que les 2 premiers épisodes sont un tout petit peu plus maladroits que les autres, vous avez beaucoup moins de dialogue et vous vous retrouvez parfois avec des blocs narratifs assez conséquents, mais il ne faut pas s'inquiéter et ne pas s'y arrêter, puisque après, eh bien ça se met vraiment en place, puisque Krina va rencontrer le personnage de Quentin Charles, qui est le geek de service, et donc vous allez avoir un petit peu plus de conversation, un petit peu plus d'interaction, et cela permet une lecture beaucoup plus fluide. Quentin Charles, qui est un humain, qui est un geek hacker, qui fait un petit peu tout ce qu'il veut avec un ordinateur, et Krina avait décidé de ne pas le bouffer, mais croyez-moi, ce n'est pas par bonté d'âme qu'elle va décider de l'épargner, mais parce qu'elle a ses propres raisons que je vous laisse découvrir. Non, Krina n'est pas une fausse méchante, alors des fois elle a des réactions envers Quentin Charles qui sont plutôt sympathiques, mais vous verrez qu'elle va vous offrir quelques scènes gore qui sincèrement ne font pas dans la dentelle. Quant à Quentin Charles, lui, eh ben, il a vraiment toute la panoplie du genre du geek, et puis il se demande un petit peu ce qu'il fout là. Il n'est pas vraiment rassuré de se retrouver à côté d'une vampire et parmi d'autres vampires, mais on va dire qu'il n'a pas réellement le choix non plus. Donc comme je vous le disais, ce roman comporte quand même quelques scènes violentes, mais je vous rassure, il n'est pas empli du début à la fin de scènes gore pour le gore. C'est plutôt assez bien dosé, mais honnêtement, si vous n'aimez pas les descriptions de massacre, je pense qu'il y a certains passages que vous allez sauter tout simplement. Voilà, vous avez une auteure un peu sadique qui n'épargne ni ses lecteurs ni ses personnages, et comme nous en tant que lecteurs des fois nous sommes un peu maso, et bien ma foi le système fonctionne à merveille. Ceci étant, je vous rassure, vous aurez quand même une évolution de son personnage, et la jeune femme va quand même quelque peu s'adoucir au contact de Quentin Charles, qui est tellement humain qu'il ne pourra que déteindre sur Krina. Et pour vous dire 2 mots sur la fin, sincèrement je l'ai adoré, je ne m'attendais pas du tout à la tournure des événements, et j'ai trouvé que cette fin était juste parfaite vis-à-vis de tout le roman, de tout ce qui se passe, des personnages, de tout. La fin est géniale, elle est encore mieux que ce à quoi je m'attendais finalement.
Alors pour le dernier ouvrage que j'aimerais vous présenter dans cette deck lecture, on va changer totalement d'univers puisque nous allons arriver dans un album jeunesse. Je pense que pour faire plus opposé à Krina, sincèrement, c'est compliqué. Je souhaite donc vous parler de Olympia ou la mécanique des sentiments, paru aux éditions du Héron d'Argent et écrit par Vanessa Calico et illustré par Sénifine. Olympia ou la mécanique des sentiments est un conte musical. Une fois encore, j'étais totalement bluffée par la beauté des illustrations de Sénifine et je vous mets en barre d'infos le lien du book haul où je vous présente ce livre afin que vous puissiez une fois encore admirer les illustrations de cet auteur. Ici, le thème va être un petit peu différent que dans la Symphonie des songes puisque vous avez un conte et certes vous avez une musique qui va avec, mais la musique a été spécialement créée et arrangée pour ce conte et plus encore, lorsque vous mettez le CD, finalement vous avez un narrateur, vous avez le conteur qui vous lit l'histoire puis après va se taire pour laisser place à la musique qui, là encore, est de l'opéra. Alors une fois de plus, c'est un univers qui est totalement enchanteur. Je l'ai lu et écouté directement avec le CD et ça a été une expérience totalement magique. Alors au niveau du conte, c'est beau, franchement c'est beau, il n'y a rien à dire. Vous pouvez le faire écouter aux plus jeunes. D'ailleurs, sur la 4e de couverture, il est notifié que c'est un conte musical pour toute la famille et c'est vrai parce qu'il peut plaire aux plus jeunes comme aux plus adultes. Vous allez donc rencontrer le professeur Othon dans un univers steampunk qui est un inventeur de génie mais qui n'a jamais le droit de sortir de chez lui puisque sa mère l'y tient enfermé. Le garçon a beau être donc un génie, il s'ennuie ferme à cause de sa solitude. Et donc un beau jour, il se dit que peut-être il pourrait se fabriquer, se créer une automate qui deviendrait son amie. Et d'un autre côté, nous allons suivre Olympia, qui est une jeune femme et qui se souvient que quand elle était plus jeune, elle jouait avec un jeune garçon qui ressemble étrangement à Othon. Le reste de l'histoire, je vous laisse le découvrir. L'univers est steampunk, c'est très bien fait, c'est un très beau conte et c'est totalement magique. Du côté de la musique, eh bien celle-ci est à l'image de la plume et des illustrations splendide. Alors c'est un style qui me sort complètement de ma zone de confort puisque personnellement j'écoute plutôt tout ce qui est rock, metal, etc. Et qu'ici nous avons affaire à de l'opéra et de la musique classique, mais sincèrement j'ai vraiment beaucoup apprécié. La musique, les mélodies en elles-mêmes sont totalement somptueuses, captivantes, elles vous emmènent. Je vous laisserai quelques extraits en fin de vidéo pour que vous en rendiez compte. Et moi personnellement, par rapport à mes propres goûts, je pense qu'il aurait été plus facile pour moi de l'appréhender si le chant, la voix avait été un petit peu plus classique et moins opéra. Je ne sais pas si je m'exprime vraiment bien parce que je ne connais pas ce genre, mais disons que les voix sont vraiment typiques de l'opéra avec donc des syllabes traînantes. Et voilà, je pense que si ça avait été chanté de façon un petit peu plus classique, pour moi ça aurait été plus facile. Mais ceci étant, je me suis sincèrement laissé prendre au jeu, d'autant que vous avez un petit peu tous les styles ici. Des choses plus douces, plus poétiques, des choses plus entraînantes, et les voix des différents interprètes sont exceptionnelles. Une petite fille jouait avec moi, elle était mon amie autrefois. Un petit garçon jouait avec moi, il était mon ami autrefois. Alors nous étions deux et nous ne faisions qu'un. Bref, une fois encore, Olympia ou la mécanique des sentiments, c'est un album jeunesse que j'ai vraiment adoré. C'est un album qui sort de ce que vous avez l'habitude de rencontrer, que ce soit en jeunesse ou pas d'ailleurs, et c'est vraiment un concept que j'adore. Je suis vraiment contente de pouvoir découvrir la musique d'opéra de manière aussi ludique et avec une approche aussi facilitée par Vanessa Calico et Sénifine, dont les illustrations ajoutent de la beauté à ce roman et accompagnent à merveille la musique. Voilà, j'en ai donc fini avec cette update lecture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!